Mais par exemple, des artistes comme Tiakola ou quoi, quand tu les vois sur les réseaux faire leur truc et tu trouves que c'est mal géré, est-ce que tu as déjà C'est trop de hype. Ouais. Il n'y a pas assez de qualité. Gazo, il n'y a pas de texte. Il y a des morceaux, c'est horrible. J'ai écouté le dernier album. Il y a des trucs, ça commence, c'est bien fait. C'est tellement mal écrit. C'est trop mal écrit. Toi, tu conseillerais quoi, par exemple? Ça doit se régler au studio. Frérot, si tu sais pas écrire, t'inquiète pas, on va t'aider, on va trouver des gens. C'est trop mal écrit. C'est pas des masterpieces. C'est mauvais. Tu vois? Ouais. C'est beaucoup de hype, beaucoup de promos, beaucoup de trucs de maison de disques. Mais le résultat, il est pas. Tu peux pas durer comme ça. Tu parles du dernier projet de Gazo ou Gazo en général? Non, le dernier projet, surtout. Celui où il y a le plus de hype. Regarde comment c'est géré, tu vas péter avec Offset sur les gens, frère. Oh, le B2O, la piraterie. La piraterie est là devant nous. Bien là. Et c'est assez passionnant un peu de voir comment a une nouvelle stratégie encore dans sa campagne un peu puisqu'il est préparé. Je crois qu'il y a un nouvel album qui va venir. Désolé, je n'écoute plus le gars. J'ai arrêté d'écouter le gars en 2002. Il y a longtemps que j'écoute le mec. Ça me parle plus. Mais comme je vous ai dit, je reconnais non seulement le génie marketing, le génie aussi des textes quand même. Parce que pour moi, je pense toujours qu'il est, c'est obvious ça, c'est l'une des plus grandes plumes un peu de l'histoire de cette musique-là en France. Au même titre que les Lido, au même titre que les mecs comme Shuriken, au même titre que les mecs comme Quito Vasquez, au même titre comme comment il s'appelle encore là, Oxmo Puccino, MC Solar et tout. Pour moi même, j'ai envie de dire, même ça c'est une parenthèse, j'adore faire les parenthèses, que souvent la France un peu, je trouve que la France a été un peu injuste avec certains artistes de hip-hop parce que s'il y a bien des gens qui ont vraiment continué l'héritage un peu de la chanson française à texte et tout, c'est bien ces rappeurs-là. Je suis désolé, les grands poètes en France ont été les rappeurs. Surtout la période 90, 2000 et tout. Je suis désolé de dire ça. Je sais qu'en France, un peu parce qu'on voit que c'est des gens un peu noirs et basanés. Mais dans du Booba, il y a du Ferré, il y a du Jean Ferrat, il y a tout ça. Le fait j'écoute cette musique-là aussi, hein. Pour ceux qui pensent que je ne l'écoute pas. J'adore Léo Ferré. J'adore l'album La Solitude de Léo Ferré. J'adore l'album si de Jean Ferrat et j'adore aussi, comment ça s'appelle? L'album de Charles Aznavour, Idiot, je t'aime. Je connais très bien là. Je vous ai fait des sujets sur Alain Bachung. Je vous ai fait des sujets sur Serge Gainsbourg, l'histoire de Mélodie de Nelson. Dans la chanson française. C'est aussi mon dada et je vois le lignage et tout. Et ceux qui ont mieux continué l'héritage sans peut-être le savoir ou inconsciemment, c'est vraiment les rappeurs. C'est pour ça que le rap a pu perdurer en France parce que elle reprenait les codes traditionnels un peu musical un peu du pays qui sont que la France c'est un pays où le texte est plus en valeur que l'orchestration musicale. C'est pour ça que le hip-hop en France a plus transitionné comme aucun autre pays. Dans les autres pays, il n'y a pas ce problème, il y a pas ça. Dans les autres pays, le hip-hop n'a pas pu transitionner comme en France parce que justement la France, l'héritage du texte et l'héritage du truc et ces gars que vous voyez apparaître sur vos écrans là, il représente vraiment l'héritage absolu un peu de ce genre de musique là. Donc moi je trouve un peu que faire ah non, vous pouvez pas comparer ces gens là avec ces gens quelque part sans vouloir faire de la victimisation, sans vouloir faire de tout. Je trouve que c'est un peu des gimmicks de racisme, je trouve. Parce que si c'était des blancs, si c'était des trucs, on n'aurait pas dit ça. On n'aurait pas du tout dit ça. Bref, Booba est revenu, comme vous l'avez vu un peu dans mon intro et tout là, et il a beaucoup de choses à dire et tout. Et j'ai voulu réagir un peu sur
son interview que j'ai écouté chez comment il s'appelle, C2K, le ballot et je sais pas quoi là. Comme je dis, il a une nouvelle stratégie. Je n'avais pas fini ce que je voulais dire là. Il a une nouvelle stratégie. Sa nouvelle stratégie, c'est de partir maintenant vers les podcasteurs et faire ses interviews avec les podcasteurs parce qu'il a compris un peu le pouvoir médiatique qu'ils sont. C'est la dernière fois qu'il va aller dans les médias traditionnels. Il va maintenant beaucoup plus aller les podcasteurs un peu pour présenter ses projets. C'est un peu la nouvelle stratégie. Et je trouve que c'est une très bonne stratégie. De toute façon, le truc avec Booba, c'est qu'en France, il a toujours 3, 4 coups d'avance un peu sur ce qui va être populaire après. Donc, il sait que, bon, la nouvelle stratégie de partir vers les médias traditionnels, ça ne me parle plus. Je vais aller plutôt vers les médias, les nouveaux médias que sont les podcasteurs et tout le tintouin. Et aller vers ces nouveaux médias-là, aller vers ces nouveaux médias là, me permettra d'avoir un peu une certaine forme d'influence. Et je trouve que voir Booba dans ces médias-là, c'est d'abord très positif parce qu'il donne de la force un peu à des jeunes podcasteurs un peu afro. Je trouve que c'est très bien. Les jeunes podcasteurs de banlieue, c'est une très bonne chose. Et aussi, le Booba est beaucoup plus relax. Il est beaucoup plus beaucoup plus relax et beaucoup plus truc et c'est bon un peu de voir le personnage relax un peu et de pouvoir un peu se livrer comme il se livre là. Vous savez que moi il y a beaucoup de choses où je suis très ambivalent sur le personnage, hein. Il y a du positif comme il y a aussi beaucoup de négatifs et je fais partie aussi de ces gens là qui ont un peu une vision un peu très nuancée sur le personnage. Je pense qu'il est, oui, ok, il est un modèle de réussite intéressante, mais derrière lui, il y a un peu un individualisme un peu que j'aime pas. J'aime pas. Et des codes, la valorisation des codes les codes uniquement de banlieue. Et je suis pas forcément gaga à ce qu'on limite le noir à des codes de banlieue. Et mon problème aussi, c'est que ça là où le hip-hop a été problématique, mais que ce soit aux États-Unis et en France, le hip-hop a, comment on appelle ça? Malheureusement, une partie de la culture hip-hop un peu, que ce soit en France ou aux États-Unis, elle a, comment on appelle ça? Elle a ghettoisé le noir. C'est-à-dire que c'est très difficile maintenant de voir un noir qui ne répond pas à ces codes de ghettoisation, de codes de trucs, est forcément mal vu. Ça a été un peu le problème du hip-hop, un peu parce que le hip-hop, un peu malheureusement, a ghettoisé le noir dans certains clichés que je ne supporte pas. Et pour moi, je pense qu'on peut, dans une communauté, que ce soit la communauté afro-africaine ou la communauté afro-européenne, on peut avoir des codes, on peut avoir des codes différents parce qu'on est multiples. Tous les Africains ne se ressemblent pas, tous les Afro-Européens ne se ressemblent pas. On n'est pas tous obligés de répondre à un certain prototype là. Et c'est ça qui m'a dérangé un peu à un moment donné. C'est ça qui m'a dérangé un peu à un moment donné. Et Booba un peu représente un peu sur cet archétype-là, qui fait que je vois beaucoup de gens imiter ça, parce que comme il y a la réussite, il y a une certaine image, il y a un truc, je veux pas que tous les Noirs se focalisent à devenir comme ça. C'est un peu c'est un peu mon dada à eux, mais je reconnais quand même beaucoup de génie du gars. Et comme vous l'avez vu au début de l'interview, vous l'avez vu au truc de l'interview, j'aimerais revenir vraiment sur ce qu'il disait sur euh, ses compatriotes, ce que j'appelle ses enfants, là, les Nino, les Niska, etc., etc., et tout. Et j'aimerais dire d'abord qu'il a totalement raison, ce qu'il dit là. Le niveau du hip-hop français a baissé. Le niveau du texte a baissé. Et c'est pas seulement en France, c'est même aux États-Unis. Le niveau des textes ont complètement baissé. Complètement baissé, complètement ringardisé, complètement truc. C'est pour ça que vous me voyez toujours parler de Kendrick Lamar, le fait que Kendrick Lamar devienne maintenant un peu l'étendard du hip-hop et qu'on revoit après le bif Kendrick Lamar et Drake qui a un impact très important, un peu pour moi ça a changé le landscape du hip-hop. Les gens sont beaucoup plus à analyser les textes, ce que je trouve que c'est une bonne chose. En France, il y a ce problème-là encore. Mais j'ai envie de dire à Booba, tu as totalement raison. Tu es totalement dans le vrai dans ce que tu dis là.
Mais c'est quand même hypocrite de ta part parce que c'est toi qui as créé ce qui est arrivé là. Comme je l'avais fait dans l'héritage du duc, ce truc avec Kobalade, quand je vois les comportements de Kobalade, je dis que c'est son héritage. C'est la même chose avec Booba dans ce qu'il dénonce là. C'est ton héritage aussi. Pourquoi je dis ça? J'ai toujours l'intime conviction, ça je le dis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur cette page, mais beaucoup de gens qui je côtoie, j'ai toujours l'intime conviction que 09 est l'album le plus impactant de l'histoire du hip-hop français. Il avait été très mal accueilli à l'époque. Il avait été très mal vu. Les gens disaient que oui, 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 oui. Et je m'inclus là-dedans. Et je reste toujours convaincu que cet album n'était pas ouf. Mais ça a eu un impact avec une autre génération. Une autre génération qui est venue après. Il y a une autre génération qui a résonné avec cet album-là. Il y a une autre génération de mecs qui ont dit oui, je ne peux pas forcément être un incroyable écrivain, parolier et tout, mais je peux utiliser comme Booba l'autotune et simplifier le truc. Parce que c'est ce que Booba a fait. Il a simplifié vraiment le délire. Il a simplifié le délire avec l'apparition de l'autotune. L'utilisation de l'autotune, parce que je pense que c'est le premier rappeur français à utiliser ça. Et tout. Et il a simplifié le délire, le gimmick, le truc. C'est un album qui était en avance sur ce qui va arriver après. Ce qui fait qu'il y a toute une autre génération qui ont commencé à imiter et à prendre l'écho de cet album-là. Je parle de 09 et je parle de Turfu. Ces deux albums-là ont énormément d'impact sur une autre génération qui suit Booba dans sa longévité. Et ça lui a créé une deuxième carrière. En termes de marketing et de survie financière pour pouvoir avoir une longévité, ça a été un coup de maître. Et tout. Et c'est ça vraiment le génie de Booba, c'est d'anticiper les modes américaines 5 ans, 4 ans avant qu'elle n'arrive en France et être toujours le précurseur du délire. C'est quelqu'un qui comprend bien les codes américains et qui sait les incorporer en France avant que ça ne soit à la mode et les rend à la mode après. C'est ça le génie du gars et tout. Même ses codes. Je crois que même Booba est celui qui a apporté au hip-hop français le sex appeal. Avant, il n'y avait pas ces trucs-là. Il a piqué les codes de 50 Cent, qui est un peu son modèle, un peu de communication marketing. 50 Cent est vraiment son modèle de communication marketing qui l'étudie beaucoup et qui essaye d'incorporer ça en France, le truc des clashs, l'omniprésence dans les réseaux sociaux, maintenant le fait d'apparaître dans les podcasts. Il y a beaucoup de similitudes entre la carrière de 50 Cent et la carrière de Booba. Tu sens qu'il a beaucoup imité un peu les deux codes et ces codes-là et tout. Et c'est pour ça qu'il est un peu un génie par rapport à ça. Mais Coco, tu te plains des gars là qui n'y a pas le niveau, il n'y a pas le niveau, il n'y a pas le niveau, mais c'est toi qui es responsable de ça. Tu les as simplifiés le délire. Tu les as simplifiés le délire. Et comme tu les as simplifiés le délire et qui n'ont pas tes textes, ta subtilité que tu as, qu'est-ce que les cocos font? Bah, quand tu imites, mais tu ne comprends pas aussi derrière un peu la subtilité du texte parce que toi, tu viens d'une autre école. Ton école, c'est laquelle? C'est l'école de Time Bomb. À l'école de Time Bomb, il n'y avait que des malades mentaux. Dans l'école de Time Bomb, les sages poètes de la rue, les Oxmoor et tous les clics, ben c'était un autre niveau en termes de parolier. Là-bas, toi, ton école, c'est ça. Mais maintenant, toi, tu as fait que l'héritage de ce truc-là soit effacé. Parce que toi, ton génie, c'est d'avoir effacé ça de la mémoire collective des jeunes générations qui est arrivée. Consciemment ou inconsciemment, hein, je ne sais pas. Hein, mais c'est un peu mon analyse du délire. Ça a effacé des gars comme ça. Et toi, tu es devenu le tu as su, de manière géniale, monopoliser cette nouvelle génération en les apportant de nouveaux codes parce que tu avais compris que ces codes-là n'allaient pas perdurer. Maintenant, ce qu'ils font, c'est que ces gamins-là ne font plus le gamme. Un, tu les dis qu'ils ne sont pas bons en français parce que toi-même, tu es le premier. Je vois pourquoi je pas encore que tu es responsable de ça. Quand tu dis dans des interviews, je me rappelle, je sais plus c'est quelle interview, je vais la sortir là, je sais pas, elle est écrite ou tout, que tu n'aimes pas lire. Et tout. Imagine combien de jeunes
t'ont suivi dans ce délire-là. En disant, tu n'aimes pas lire, tu n'aimes pas tuer quelqu'un, lire n'est pas très important. Quelque part, tu as, je sais pas, je peux pas te paraphraser et tout pour ne pas truc, mais quelque part, c'est ça. Ça a joué sur une autre génération qui t'ont écouté au pied à la lettre. Et ça se ressent maintenant aussi dans le truc. Parce que toi, ils n'ont pas ton génie naturel de comprendre. Toi, tu as le génie naturel de la poésie. Toi, Rof, tous ces gars-là, vous avez le génie naturel. Vous n'êtes pas forcément des gars qui lisent beaucoup de bouquins ou quelque chose comme ça, mais vous avez le génie de l'observation et de la poésie humaine. Un poète, parfois, si c'est quelqu'un qui sait observer. Le talent d'un poète, c'est beaucoup plus que la lecture qu'il a, c'est la capacité euh, d'observer le monde et d'arriver à faire des métaphores un peu sur le monde qu'il voit. C'est ça le génie d'un poète. Et c'est pas forcément quelqu'un qui a besoin de lire beaucoup de bouquins, mais c'est quelqu'un qui a une sensibilité sur le monde qui l'entoure et il arrive à la transcrire en une forme de poésie. Et mon problème, c'est que tout le monde n'a pas ce génie-là comme tu l'as. Comme les anciens gars, vous l'avez. Cette jeune génération, c'est toi qui l'as rendue quelque part paresseuse par la simplification de comment faire un peu le rap en France. Tu les as donné l'autotune, tu as créé des carrières à des gens qui, quand je regarde, excusez-moi, la crime et autres, et toi, mais comme la crime n'aurait pas une carrière dans les années 90 il n'y avait pas eu l'autotune. Il y a plein de gars comme ça. Et c'est grâce à toi. Et ça les a rendus paresseux. Parce qu'ils ont dit, on va imiter Booba. Et eux, ils comprennent, si tu fais l'autotune, si tu fais des gimmicks, si tu fais des trucs, c'est comme ça qu'on va exister, c'est comme ça qu'on va faire le délire. Donc ça a limité les autres, ça a limité la jeune génération à connaître un peu les gars qui ont été dans ta génération avec toi. Et tout, ces gars-là n'écoutent pas Oxmo, ces gars-là n'écoutent pas Solar, ces gars-là n'écoutent pas Shuriken, ces gars-là n'écoutent pas Kimto Vasquez, Les du Neuf, ces gars-là n'écoutent pas tout ça, parce que tu as monopolisé un peu et tu as fait comme si tu as réussi à être comme une araignée un peu qui bloque tout, et que tu as dit non, non, il n'y a que moi. Ce qui fait que maintenant, ces jeunes générations n'ont pas su apprendre à faire leur gamme. Leur gamme un peu pour comprendre le truc, ils ne voient que toi. Et comme tu leur envoies encore des codes de réussite très forts qui les parlent, code à l'américaine, parce que les jeunes de banlieue en France, ils résonnent beaucoup avec les jeunes de banlieue en France et même la nouvelle génération, même un peu de jeunes et tout. La réussite est toujours une réussite américaine. L'Amérique a toujours provoqué une sorte de fascination, de réussite et tout, et c'est toujours reprendre ces codes, les codes à l'américaine, les codes à l'américaine, les codes à l'américaine, les codes à l'américaine, les codes à l'américaine. C'est ce que même quand je vois ici, même la petite jeunesse dorée de Dakar, là, c'est reprendre les codes américains, les codes américains, les codes américains. Sans pour autant qu'ils en ont conscience et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et moi, je trouve que c'est problématique, mon gars. Tu as raison, hein, mais c'est toi le fautif. C'est toi le fautif. Et je trouve un peu que c'est hypocrite et un peu, je sais pas comment dire le mot, mais un peu, je sais pas, hypocrite, mais que tu t'attaques aux gamins, là, comme ça, alors que c'est toi qui les as créés. C'est comme si j'envoyais Kanye West venir commencer à s'attaquer au Juice WRLD, au Playboi Carti, je dirais même Lil Yachty et tout le tintouin, ou Drake. Bon, il s'attaque à Drake maintenant parce que c'est d'autres sujets personnels. Mais Kanye West a créé tous ces mecs. 808 Heartbreak. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur 808 Heartbreak, je vais vous mettre le lien en description. Il apparaît là sur votre écran. Euh, c'est Kanye West qui a créé ce GD, là. Les trucs à l'autotune qu'on a vu dans le rap, le truc XXXTentacion aussi, c'est un héritage de Kanye West. C'est un héritage de cet album-là. Ça a créé toute une génération. Maintenant, c'est vrai que parfois, un peu dans leur façon d'imiter, maintenant, ça a simplifié le délire. Les Lil Uzi Vert, c'est ça. Ils ont tous imité Kanye West. Et 808 Heartbreak, ça les a tous marqués. Ils ont simplifié maintenant le délai, simplifié le truc, et ce qui fait qu'une autre génération et tout, mais tu vas pas voir Kenny West, il embrasse plutôt ces petits-là, il embrasse les Lil Uzi Vert, il embrasse les Playboi Carti, il embrasse les trucs, il embrasse leur côté-là. Je dis pas que toi tu ne les embrasses pas, mais de venir dire que c'est nul, alors que c'est toi vraiment qui est l'origine du problème un peu de ce délire-là.
Moi, je trouve que c'est un peu fort, un peu et tout. Donc, c'était globalement un peu le cœur un peu du sujet que je voulais parler aujourd'hui. Et puis, voilà, et c'est trop marrant. Il y a le truc encore sur Mbappé que vous voyez apparaître là sur votre écran. Pendant le truc, c'est Mbappé, tu vois. Ouais. Et le deuxième, c'est Aya Nakamura. Moi, je suis un mec du 9-3. C'est 2 gens du 9-3. Moi, j'arrive pas, des fois. Ça veut rien dire, ça. T'es du 9-3 au truc, c'est dans une Matrix. T'as capté. Ça veut dire qu'il y a un peu. Ouais, mais c'est un gars du 9-3. Non, mais ouais. Ça veut rien dire, c'est un gars du 9-3. Non, mais. Il allait dans l'extrême, là. Non, mais t'as capté dans quel sens je dis ça? Ouais. Dans En le gros- sens, parce qu'il est du 9-3, on peut pas le critiquer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit. Ah bah, c'est ça que ça veut dire. Non. Moi, j'ai dit, moi, je suis un mec. Quand il y a des gens du 9-3, automatiquement, je suis avec eux. Tu vois, après, oui, s'il faut des dingueries, je vais truc. Mais sur, par exemple. Vas-y. Je peux te répondre, je vois Vas-y, que tu veux en venir. vas-y. Mbappé, Vas-y. Pourquoi je l'aime pas? Je pensais que ça allait être une égérie de la banlieue, Ouais. des gars comme nous, qu'il allait représenter ses racines africaines, camerounaises, algériennes, qu'il allait peut-être Algérie. Et voilà, c'est pour ça que je l'aime pas, tout simplement. Parce que j'estime que c'est inadmissible de. C'est comme si moi je représentais pas le Sénégal. Et, Je crois qu'il a été au Cameroun, là, il y avait cette vidéo, on le voit oui, au manger. Cameroun. Ouais. À quel âge il a été? Moi, j'étais à Gorée, j'avais 10 ans. Il a été super riche avec les caméras, machin. Je crois qu'il a pas été en Algérie. Il a même pas tweeté quand l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je regardais, je dis, attends, mais Moi, en fait, je trouve qu'il représente pas assez ses origines. il représente pas du tout. Ouais. Et puis, il est inintéressant. Et puis, j'aime pas sa personnalité. Voilà, Ouais. c'est mon. En tant que mec du bar, Ouais, voilà, t'envoies sur c'est mon Mbappé, avis c'est sur ton Mbappé. Et oui, moi, je me rappelle que c'est bon de voir que j'avais raison. À l'époque où j'avais fait mon sujet, ici qui apparaît sur votre écran, qui s'appelait Eline Mpatiki, j'avais fait ça il y a 1 an. Et j'avais dit à l'époque ceci. Tu en fais partie aussi. Mbappé représente trop de choses pour Booba. Et ça, je le disais il y a 2 ans, avant même que j'avais sorti ça. Mbappé représente trop de choses que Booba ne peut pas supporter. L'homme qui parle bien, l'homme qui ne renvoie pas les codes de la racaille, l'homme qui s'exprime bien, quelque chose que lui ne fait pas. L'homme qui réussit aussi très vite, très jeune. Et Booba, c'est quelqu'un de très jaloux. Booba, il est très jaloux des gens qui réussissent beaucoup plus que lui. Ça c'est Booba, il n'aime pas ça. D'ailleurs, même remarqué, dès qu'il y a un de ces poulains qui commence à avoir plus de trucs, il commence à le clasher ou quelque chose. Vous avez vu la date, vous avez vu le truc, c'était bien avant le truc, et c'était exactement comme je l'avais dit. Je dis, Booba, que les gens qui ne comprennent pas pourquoi Booba et Booba ne peut pas kiffer Mbappé, c'est que Mbappé porte des codes qu'il ne peut pas supporter. Il porte des codes qu'il ne peut pas supporter. Je vais même vous dire un truc, si Mbappé me voyait, il ne m'aimerait pas. Et si Booba me voyait, il n'aimerait pas un gars comme moi. Ça, je le sais. La manière dont je parle, la manière dont mes idées sont nuancées, tout n'est pas blanc et noir. La manière où je serai pas le gars qui lui suce la bite, mais qui n'hésitera pas à lui dire, il y a plein de choses dans mes codes. Pourquoi il a un problème avec Ludovic Wanda? Parce que j'avais fait aussi un sujet sur ça. Il a des problèmes avec ce prototype-là. Vous n'avez pas remarqué qu'il a un problème avec un prototype de noir particulier? Et c'est exactement ça. Il a dit, pour lui, il représente pas les trucs. C'est pour ça qu'il a raisonné avec Anelka. C'est pour ça qu'il a raisonné, à un moment donné, avec Benzema. Mais il peut pas raisonner avec Mbappé. Le truc où les joueurs de l'équipe de France étaient tous en train de chanter un son de Booba et que Mbappé, lui, il était seulement sur son portable, il ne chantait pas. Il a capté ça, il avait fait le truc, là, je me rappelle ça, il dit, il peut pas dire, parce que Mbappé n'est pas dans ses codes. Mbappé ne reprend pas les codes de banlieue. Et ça l'énerve. Et vous savez, vous avez dit, vous avez entendu, il n'a pas représenté le truc, c'est exactement ce que j'avais dit.
J'avais dit exactement ça. C'est incroyable comment j'avais dit ça un an avant. Un an avant et où tout que j'ai compris. Parce que dans la vie, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Tu vois. Il y a des gens qui vont te détester pour rien et que tu vas aussi ne pas aimer pour quelque chose. Il y a des gens que tu vas naturellement aimer. Ouais, comme je dis toujours, on n'est pas fan, quand on est fan d'une star, on est fan du truc, on n'est pas fan d'une star parce que elle est une star, on est fan d'une star parce qu'elle porte parfois les codes auxquels on croit. Quand je suis fan de Kendrick Lamar, c'est tous les codes auxquels je crois. Je suis fan d'AD 3000, c'est tous les codes auxquels je crois. C'est des codes que je crois. Quand je suis pas fan de Jay-Z, je suis pas fan de codes là. Je suis pas fan de ces codes là. Quand je suis pas fan de Didi, je suis pas fan de ces codes là. Quand je vois Booba, il y a des codes aussi que j'apprécie pas vraiment. Parce que je dis, ah non, on va pas seulement se réduire à ça. Je pense qu'en tant que noir, oui, c'est cool de le vanter et tout, mais on va pas seulement se réduire à ça. Comme lui aussi, quand il voit des Mbappé ne porte pas les codes qu'il kiffe. Il porte pas les codes qu'il kiffe. Pour lui, il est dit, ah, tu trouves un duo français. Ben, j'ai rien idée, mais ouais, tu es quand même aussi français, mec. C'est ça. Il porte pas les codes. La vie, c'est des codes. Des gens, parfois, tu ne portes pas les gens ont des constructions particulières, des constructions qui font d'eux ce qu'ils sont. Et quand parfois tu ne renvoies pas ces codes-là, ils vont te détester pour rien et tu vas aussi les détester pour rien un peu parce que ils portent pas toi les codes auxquels tu crois. Quand je vois Drake est l'incarnation de tout ce que je déteste. L'incarnation de tout ce que je déteste. L'incarnation de tout ce que je ne peux pas supporter. Quelqu'un qui profite de la culture, de trucs. Je peux empathiser sur le fait qu'il ne sait jamais ce truc, mais la manière dont il a utilisé m'a un peu dégoûté. C'est un peu la même chose, un peu dans plein de sujets. Je vais prendre même encore un autre exemple. J'avais fait un sujet sur, ça vous a l'impression que je sors du sujet, mais ça reste un peu plus ou moins. Je vous avais fait un truc sur euh, la dualité un peu Goku et Vegeta. Je crois que j'avais fait ça quelque part un peu. Pourquoi Goku et Vegeta, ça ne peut pas. Pourquoi Vegeta, à un moment donné, ne pouvait pas supporter Goku. Vegeta, quand tu vois un personnage comme Vegeta dans ses codes de Saiyan traditionnels qu'il a, et quand tu vois les codes de Goku qui est un peu une sorte de Saiyan prolétaire et en mettant terrien, Vegeta ne peut pas supporter qu'un mec comme ça, qui est déjà un prolétaire parce que lui il est un prince, alors que l'autre c'est un fils de guerrier de seconde zone qui est venu sur Terre parce qu'il était trop faible. Il peut pas déjà supporter déjà que en termes d'hégémonie, il est déjà, il arrive à me surpasser, pas ça. Et plus les codes qu'il utilise. Il n'utilise pas nos codes, il n'utilise pas nos traditions, il ne respecte pas nos traditions à la lettre. Comment ce mec-là est une hérésie pour moi. Il faut que je l'élimine. Dans mes valeurs auxquelles on m'a éduqué, je ne peux pas concevoir qu'un gars comme ça puisse me surpasser, un gars de ma race puisse me surpasser, moi, le petit bourgeois fils de roi, par un prolétaire qui, en plus, ne répond pas aux codes traditionnels auxquels on m'a élevé, auxquels on est censé répondre. C'est ça. C'est ça qui crée un peu les antagonistes. C'est souvent les questions de code. Quand tu n'aimes pas des gens, c'est par rapport à des codes. Mourinho et Guardiola, ça ne peut que clasher. C'est pas les mêmes codes. La vision du foot n'est pas pareille. Moi, la vision du foot, je pense que le foot, on doit gagner en imposant ce style de jeu. L'autre te dit, j'en ai rien à foutre du style, j'en ai rien à foutre du délire, je manage mes mecs, tant qu'on arrive à gagner à la fin, ce qui compte, c'est les titres, c'est pas le style. Ça va clasher. Ça ne peut que clasher. Ça ne peut que clasher. Et c'est la même chose quand vous voyez Kylian Mbappé. Quand les gens disent, mais pourquoi Kylian et tout. Même à un moment donné, je croyais qu'à un moment donné, c'était personnel. Après, j'ai dit, ah non, c'était exactement comme je l'avais dit à l'époque. Il répond pas à tes codes. Il répond pas à tes codes et voilà. Bon, c'était une interview un peu très intéressante. C'est un truc, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description pour que vous écoutez cette interview. Un truc, je les souhaite encore beaucoup de succès. J'ai vu que ça a eu 400 000 vues. C'est beau de voir ça. J'aime beaucoup ces deux personnages-là que je regarde. Ça, c'est Balo. Et j'oublie souvent le nom du deuxième qui a les lunettes là. Il a une très belle énergie. Il avait une chaîne YouTube avant un peu que je regardais souvent. Et tout, je suis content pour eux qu'ils arrivent encore à développer un gros succès par rapport à ça.
et tout, même si je dois avouer que je les écoute pas tout le temps, parce que ma vie n'est pas à écouter seulement le monde urbain, le monde urbain, le monde urbain, le monde urbain, et tout. Je réécoute ça parce que il faut avoir, comment on appelle ça, une pluralité de, vous avez compris que ma chaîne, c'est un peu un éclectisme. Il faut avoir une pluralité un peu d'options un peu parmi les contenus qu'on regarde. Il faut écouter un peu le gars de banlieue, il faut écouter un peu le bouge, il faut écouter un peu le gars middle class, il faut écouter un peu l'intello, il faut écouter un peu le petit geek, il faut écouter un peu le street smart, parce que chacun d'entre eux ont des perspectives un peu qui peuvent t'apprendre tous, et c'est être ouvert d'esprit comme ça qui permet à ce que tu avances dans la vie. Donc moi, j'estime que je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Déjà, ça peut le voir même sur ma page. Je n'ai pas besoin vraiment. Si quelqu'un observe cette page, il va dire non, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit qui est là. Donc voilà quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.